Bonsoir, je me présente Amélie Boivin-Enfield. C'est moi qui ai le grand bonheur ce soir d'animer cette toute dernière activité de la soirée du Salon du Livre de l'Outaouais. Et ce soir, on va parler de se faire peur, aimer se faire peur. On sait au Québec, le genre de l'horreur connaît une grande montée en popularité au cours des dernières années. Et ce soir, j'ai 3 auteurs qui seront avec moi pour parler du sujet. Alors, bonsoir à vous tous. Patrick Sénécal, Vic Verdier et Fanny Demel. Merci d'être là. Allô, merci de l'invitation. Vous allez bien? Oui, merci. Et toi? Ben, on irait mieux si on était dans un vrai salon avec du vrai monde, mais qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut en attendant. Bien d'accord avec vous. Et si vous me permettez, je vais vous présenter aux gens qui nous écoutent à la maison. Merci d'être là. Alors, je commencerai avec Fanny Demel, qui est invitée d'honneur cette année au Salon du Livre de l'Outaouais. Alors, tu es titulaire d'un doctorat en études littéraires, chargée de cours à l'UQAM, responsable éditoriale pour les éditions Tête Première et Hamac. Et également, tu es l'autrice de 6 livres, dont les plus récents, Mukbang, Bagel et Island. Oui. Merci d'être là, Fanny. Merci, Amélie. Merci à tout le monde d'être présente. Je vous présente notre deuxième invité de la soirée, Patrick Sénécal, un des auteurs les plus lus au Québec. Patrick, tu publies depuis 27 ans. Tu es auteur de 20 romans, dont ton plus récent, Flo. Exact. Tu as fait une drôle de face au 27. 27, c'est comment dire, ça rajeunit pas, là. J'ai publié mon premier roman à 26 ans, là, ça fait plus de temps que je publie que l'âge où j'ai écrit mon premier roman. Ça donne un petit coup d'yeux. Mais regarde, ça va pas s'améliorer, hein. Aussi bien de m'y faire. Mais tu es assez prolifique, c'est ça qu'on peut savoir en disant 20 romans à 27 ans, c'est quand même pas mal, là. Ouais. Et je vous présente notre troisième invité de la soirée, Vic Verdier, pseudonyme de Simon-Pierre Pouliot, auteur de 9 romans très différents les uns des autres, thrillers, science-fiction, horreur, polar et même chick-lit de gars. Et celui que moi j'ai lu pour la soirée de ce soir, c'est L'Empire Bleu 100, publié en 2015 et réédité par Aller récemment, qui a remporté à l'époque le prix Jacques Brossard. Bonsoir, Vic. Allô, comment ça va, Amélie, en forme? Ben oui, en très grande forme et très contente de pouvoir parler d'horreur ce soir, de se faire peur. Et je commencerai avec ma première question. Pourquoi avoir décidé d'écrire justement de l'horreur, de la peur dans les romans? Qui veut commencer? Patrick? Ben, je peux répondre la réponse plate. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'horreur, c'est l'horreur qui m'a choisi. Mais au-delà de cette réponse un peu conventionnelle-là, en fait, moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à écrire à 11-12 ans, puis je venais de lire des livres d'horreur, puis j'avais lu du Genré, j'avais lu du Claude Seigneau, j'avais lu du Lovecraft, des trucs comme ça. Stephen King est arrivé genre 2 ans après. Mais aussitôt que j'ai lu ces nouvelles-là, j'écrivais déjà des histoires en bande dessinée, puis quand j'ai lu ces histoires-là, j'ai fait « Ah mon Dieu, c'est ça que je veux écrire des histoires de même. » Je me suis mis à écrire des histoires de monstres. Puis c'est resté comme ça, c'est devenu de plus en plus sérieux, évidemment, j'ai vieilli tout ça, mais j'ai toujours écrit des histoires de même. Il y a quelque chose, je pense qu'au début, ce qui m'intéressait, c'était le côté écrire une bonne histoire avec un bon scénario, puis il y a de l'action, puis waouh, il y a des émotions fortes, c'est comme quand t'es un kid, mais plus que tu vieillis, plus que tu te rends compte que l'horreur ou le roman noir, puis ça, comme vous voulez, horreur, je trouve que c'est un thème un peu flou, mais en tout cas, pour bien se comprendre, disons, horreur, c'est une manière aussi d'explorer le côté sombre de l'être humain. Fait que de plus en plus, c'est ça qui m'a intéressé. Puis très, très, très rapidement, j'ai laissé tomber les monstres, les vampires, les trucs comme ça, qui peuvent être très bons. Là. Il y a des romans de vampires, de monstres qui sont excellents, mais moi, je me suis rendu compte que mieux. Mes monstres, finalement, dans presque tous les romans, c'est nous autres. C'est l'humain. Même quand il y a du fantastique, même quand il y a un peu de démonologie ou des trucs comme ça revient toujours, le pire monstre, c'est toujours l'humain. Fait que moi, c'est ça qui m'intéresse. Je trouve que d'explorer ce que l'humain peut faire de pire, je trouve ça intéressant. Peut-être pour après ça, envisager... On dirait qu'en explorant le pire, après ça, dans la vraie vie, moi, j'ai le goût d'être de bonne humeur. J'ai le goût d'être relax, d'avoir du fun, puis de ne pas me prendre la tête. Je fais ça dans mes romans. Après ça, ouais, en plus, il y a quelque chose de rassurant. Puis, je finirai en disant qu'il y a quelque chose de kid là-dedans aussi. Veux pas, il y a quelque chose de... Le kid en moi, il y a du fun à écrire des histoires de même. Là. Oui, j'écris des histoires sérieuses, mais
il y a un petit cul de 12 ans encore dans moi qui a du fun à raconter des histoires, tout simplement. Tu sais, je suis un raconteur d'histoires à la base. Tu sais, puis ça, je pense que le domaine littéraire de genre, les littératures de genre permettent d'explorer ce côté-là. Voilà. Fanny, est-ce que tu veux y aller en deuxième? Oui, j'aime lancer. Puis, en fait, moi, si j'écris de l'horreur, c'est en partie à cause de Stéphane Dompierre. Donc, Stéphane Dompierre, il m'a invité, je pense en 2017. J'avais un seul roman de publié alors, c'était Déterrer les eaux. Il m'a invité à participer à ce merveilleux collectif qui s'intitule Monstres et fantômes. Le but de Monstres et fantômes, c'était d'inviter des autrices qui n'avaient jamais écrit de l'horreur. Et je pense que Stéphane a eu une sorte de clairvoyance vraiment bien avisée à ce moment-là parce que, en fait, ça me titillait beaucoup d'écrire de l'horreur. J'avais juste jamais vraiment eu l'occasion. J'avais jamais sauté sur l'occasion. Mais là, j'avais l'occasion idéale de le faire. Et en fait, j'ai toujours aimé l'horreur. J'ai toujours aimé avoir peur. Quand j'étais au primaire, j'avais vraiment une grande obsession sur les histoires surnaturelles et plus particulièrement les histoires de fantômes, à tel point que j'ai dévoré, tu sais, toute la section ésotérique, surnaturelle, paranormale à la bibliothèque, là. J'avais tout lu les livres et je ne dormais plus la nuit du tout parce que j'avais peur de des fantômes qui allaient me visiter, que j'allais être possédée, que j'allais faire des combustions spontanées. Fait que j'avais déjà l'esprit peuplé de ces histoires-là. Et non seulement j'aimais les lire et vraiment les surconsommer, je me baignais là-dedans, mais j'aimais les raconter. J'aimais les raconter à mon frère, ma sœur, mes amis. Puis là, je contaminais tout le monde, puis tout le monde se mettait à avoir peur puis à mal dormir. Mais il y a vraiment quelque chose de tripant, je trouve, là-dedans, dans le fait de tester un peu les limites du réel. Tu sais, il y a quelque chose aussi de... Ouais, comme disait Patrick, quelque chose de l'ordre du jeu aussi, d'aller voir là l'étendue des possibles. Puis moi, ben je l'avoue d'emblée, là, je crois aux fantômes, j'y crois encore aujourd'hui. Et j'ai un rapport assez ambigu, je pense, avec ceux-ci. Autant ils me font peur, autant ils vont m'empêcher de dormir encore bien souvent, je l'avoue. Autant j'aime toute cette dimension-là et je l'aime d'un amour même rassurant, au sens où moi, le surnaturel, l'invisible, de croire à ça, ça me permet de me réconcilier avec l'idée de la mort et de la disparition et du néant. J'ai très, très peur du vide et vraiment, moi, ma pire peur, en fait, c'est le vide d'après la mort. Donc, j'ai extrêmement peur de mourir et à cause de ça, j'adore les fantômes aussi, en même temps que je les déteste parce qu'ils me fichent la trouille beaucoup trop souvent puis ils me font faire des cauchemars. Alors, de pouvoir mettre ces angoisses-là à profit dans mon écriture, que ce soit dans ma nouvelle Saint-Kilda que j'ai écrite pour le collectif Monstres et fantômes et plus récemment dans Highlands, un récit qui tourne aussi autour des fantômes, autour d'esprits qui font des possessions et tout, ben ça me permet vraiment de plonger dans mes comme on les appelle, les deep dark fears et de les mettre à profit. Puis ça me fait du bien aussi là, de jouer avec cette matière-là qui me hante moi-même. Yvick, on termine avec toi, justement. Pourquoi faire de la peur dans tes romans qui ont des genres complètement différents? Je le disais tantôt, là. C'est drôle, hein, parce que il y a des choses qui ressemblent un peu à ce que Patrick a dit, puis aussi à ce que Fanny a dit. Tu sais, moi, clairement, il y avait des affaires dans ma toute jeunesse, là. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de commencer avec King parce que c'était justement lui qui venait chercher les petits gars de mon âge. Moi, j'ai l'âge des gens dans Hit. Tu sais, puis je me familiarisais avec l'anglais en même temps, donc il y a comme quelque chose de très très important pour moi dans cette découverte-là. Puis j'ai toujours tripé sur les affaires surnaturelles, j'ai aimé ça. Puis au départ, c'est parce que ce sont de bonnes histoires. C'est des histoires qui provoquent quelque chose, puis j'aimais ça ce que ça provoquait chez moi. Puis tu vois, assez pour dire que le réflexe que j'ai eu après avoir écrit mon premier roman, sachant pas que j'allais être publié ou pas, c'est de faire quelque chose que j'avais appelé me rincer. Tu sais, j'avais écrit quelque chose d'assez léger, d'assez de la checklist de gars, quelque chose d'un petit peu là, un peu plutôt drôle. On s'amusait début du 21e, on a vraiment du fun. Puis ce que j'ai choisi de faire de manière instinctive, c'est d'écrire un des chapitres de tout ça ici, d'aller chercher quelque chose dans lequel je me laissais aller. Puis je faisais vraiment de quelque chose qui vraiment allait jouer dans l'horreur. C'est une scène terrible d'une tavernière qui se fait clouer à son bar. Tu sais, quelque chose de dégueulasse. Puis j'avais tellement aimé ça, faire ça, je m'étais dit, progressivement, je risque de glisser vers ça. Puis c'est effectivement ça qui est arrivé. Moi, au fur et à mesure où les affaires sont arrivées, j'ai exploré plein d'histoires où il y avait des gens qui étaient confrontés à des choses extrêmes. Puis ça, naturellement, ça t'amène
Ça t'amène aux peurs, ça t'amène à l'horreur, aux choses que tu as de la misère à nommer, mais qui t'excitent en même temps. Fait qu'automatiquement, moi, c'est le genre de choses qui me font plaisir. C'est maintenant ça beaucoup que j'écris aujourd'hui. Mais merci, Vic. Et j'irai avec une autre question pour savoir comment vous arrivez justement à faire peur au lecteur sans aller dans l'extrême, puis à un moment donné qu'on n'y croit plus, tu sais, qu'on trouve ça un peu ridicule, que c'est allé trop loin. Comment on arrive à justement choisir où le... Je suis pas sûr que le but, dans mon cas, en tout cas, je suis pas sûr que le but, c'est de faire peur. C'est de provoquer de l'émotion. Oui, on veut provoquer de l'émotion forte. Faire peur, oui. Il y a quelques scènes dans mes romans que je pense que je veux provoquer de la peur, mais je me suis rendu compte que si ton but, c'est de faire peur, dans mon cas, c'est un peu dangereux que je passe à côté, que je veuille trop aller chercher l'effet, puis que j'oublie le réalisme, la narration de tout ça. Puis fait que la peur va venir, puis ça dépend, hein, comme tu parlais de la peur de la mort, Fanny, moi aussi, j'ai vraiment peur de la mort. Puis j'ai écrit un roman là-dessus il n'y a pas longtemps, là, Ceux de là-bas, qui est un peu ma façon d'exercer ma peur de la mort, c'est d'avoir écrit là-dessus. Mon personnage, comme moi, il a peur de la mort. Puis, fait qu'il y a des scènes là-dedans, c'est différentes personnes qui font face à comment ils voient la mort, puis ça serait quoi pour eux la mort, puis ils font face. Alors, ça va faire peur à qui, ce roman-là? Ça va peut-être faire peur à personne qui, s'ils n'ont pas peur de la mort, ils n'auront pas peur, mais il y a peut-être moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit, ce personnage-là, tel personnage, quand il arrive telle affaire après la mort, c'est exactement de ça que j'ai peur, moi. C'est exactement ça que j'ai peur. Alors là, j'ai fait peur à cette personne-là avec cette scène-là, mais cette même scène-là n'a peut-être pas fait peur à quelqu'un d'autre du tout. Fait qu'on peut pas contrôler qu'est-ce qui fait peur à tout le monde nécessairement. Mais ce que je veux, c'est que tout le monde ressente une émotion, une émotion grave, une émotion dramatique. Mais si je me concentre trop à provoquer la peur, pour moi, je passerais un peu à côté. En tout cas, par expérience, dans mon cas, c'est ce qui arrive. Puis c'est pas tous des romans dont le thème est épeurant, c'est plus troublant, c'est plus malaisant, je pense, qu'épeurant. En tout cas, en ce qui me concerne. Ouais. Moi, je pense que tu as raison. Tu sais, dans ces affaires-là, souvent, moi, la question, c'est de voir le lecteur, tu sais, de l'imaginer en train de lire d'un œil. Puis ça peut être juste parce qu'il est troublé. Hein? Il est pas trop sûr de vouloir savoir s'il veut la suite, il veut pas la suite, qu'est-ce qui arrive. Puis chacun d'entre nous, a cette... parfois, ça fonctionne bien. Moi, ça m'est arrivé tout récemment dans un roman de Lee Child. Hein? J'ai été pris dans l'idée de Jack Reacher qui vient de faire une série nouvelle. Je me dis, pourquoi j'ai jamais lu cette affaire-là? Dans un des premiers romans, là, le Jack Reacher en question se trouve pris en dessous de la terre. Il rampe dans... Puis là, il y a des roches partout. Puis là, j'étais comme ça. C'est sûr que la scène n'est pas faite pour me faire peur. Mais j'ai eu la chienne. J'ai vraiment eu la chienne parce que moi, ça me fait peur. Puis j'ai trouvé ça dans ce roman-là. Je crois pas que c'était voulu. Il voulait me faire bien sentir que le personnage était oppressé. Mais là, c'était pas juste le personnage, là. J'étais rendu Jack Reacher, puis j'avais peur moi aussi, tu sais. Puis j'y ai cru pendant ce moment-là. Puis franchement, si je peux provoquer ça chez un lecteur, tant mieux. Mais je dois admettre que j'y pense pas de manière super consciente quand j'écris. En me disant, si j'écris ça de même, ça va faire plus peur. Ou ça, c'est un résultat plus qu'un processus pour moi. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ai l'impression aussi que quand on a pour objectif de faire peur, on peut tomber facilement dans les codes. Et quand on va dans les codes, les gens nous voient arriver avec nos gros sabots, puis ils n'ont pas peur. Tu sais, ils voient arriver ton fantôme dans son drap blanc, puis ça marche pas. Je pense qu'il y a comme un élément de surprise qu'il faut avoir, puis cet élément de surprise-là, il vient avec une certaine subtilité dans le dosage. Puis moi, personnellement, il y a une voie que j'emprunte dans presque tous mes romans, que ce soit dans Islands, Mukbang ou mes romans d'autofiction, c'est le fait de jouer avec les limites, c'est-à-dire d'aller à la limite de ce qu'on connaît du monde réel, puis de jouer un peu une légère distorsion pour provoquer un sentiment d'inquiétante étrangeté. J'ai l'impression que le sentiment d'inquiétante étrangeté, c'est vraiment une zone où j'aime aller. Personnellement, je pense que j'ai une aisance en tant qu'autrice à aller dans cette zone-là. Puis, certainement, ça vient de mon esprit qui est presque constamment dans cette zone d'inquiétante étrangeté. Je suis quelqu'un d'assez angoissé et j'ai l'impression de pouvoir vraiment aller dans cette zone-là dans mon écriture. Ça peut
peut-être provoquer une sorte de malaise, comme vous l'avez nommé aussi, de trouble, de perturbation des savoirs. Je veux pas que quand on se met à pas bien filer là, en lisant ou en écoutant un film, je pense que ça vient aussi du fait que nos connaissances et notre éthique est perturbée, au sens où tout ce qu'on pensait pour vrai est comme troublé à sa surface. Puis là, soudainement, ça laisse présager qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu, dont on n'avait pas conscience. Puis là, pouf, ça nous apparaît soudainement là, d'une manière comme un peu comme une curveball. Fait que j'ai l'impression, ce côté-là là, de troubler un peu. Tu sais, des fois, c'est à peine, là, c'est juste quelque chose, un léger décalage, mais c'est juste assez pour te faire sentir mal. Puis, tu vois, ça c'est probablement ma plus grande peur à moi. Tu disais avoir peur de la mort, puis ça. Moi, s'il fallait que, comme toi, je crois à ça, là, écoute, je serais obsédé, ça serait terrible. Ça te rassurerait pas en tout, contrairement à moi, écoute, je suis bien content de me rassurer à toutes les fois de me dire que ça n'existe pas, tu sais. Parce que si ça existait, ça serait à la fois super excitant puis extrêmement épeurant. Ça viendrait me chercher en dedans, là, tu sais. Mais veux pas, tu réagis à ça, tu sais. Tu parlais de code, Fanny, c'est exactement ça. Le risque de vouloir trop faire peur, c'est justement de tomber dans des codes, puis même dans le cliché, puis ça m'est arrivé un peu à un moment donné, mais en tout cas, j'espère que j'ai rectifié. Tu sais, quand j'ai fait mon roman Oneria, je voulais faire un roman épeurant. Là, je m'étais dit, je vais faire un roman épeurant. Puis là, je construisais mes scènes pour que ça soit épeurant. Puis je me suis rendu compte en cours d'écriture, je faisais, c'est pas épeurant, c'est un peu, il y a beaucoup de codes, justement. Tu utilises beaucoup les codes de série B, puis tout ça. Fait que je me suis dit, change d'optique, puis fais une espèce de roman qui est un hommage au film de série B, puis amuse-toi avec les codes, puis amuse-toi à les dérailler, ces codes-là. Amuse-toi à jouer avec, puis à les amener ailleurs. Puis parce que je m'en suis rendu compte que pendant, justement, je me prenais trop au sérieux à vouloir faire peur, puis en me prenant trop au sérieux pour leur faire peur, ça devenait plus un roman que tu disais avec un sourire en coin en disant, bah, regarde, c'est égal, t'essayes de nous avoir, là. Fait que ça aurait même causé l'effet inverse si je m'étais pas dit, oublie ça, puis amuse-toi avec les codes, au lieu de vouloir faire peur pour vrai, tu sais. Puis tous les films d'horreur qu'on regarde qui essayent de nous faire peur, puis que ça marche pas, puis que c'est ridicule, c'est le grand problème des films d'horreur en général, justement. C'est qu'on voit tout l'artifice pour nous faire peur, puis comment ça, mais une fois la musique, le monde qui rentre lentement dans une maison avec une flashlight, toutes des affaires qu'on n'est plus capable de voir, là, en tout cas que moi, je suis plus capable de voir dans un film d'horreur, là, tu sais. Ce n'était qu'un chat. C'est ça. Oui, mais tantôt... Excuse-moi, Amélie, vas-y. Non, c'est correct. Vas-y, Fanny. J'allais simplement ajouter, j'ai l'impression qu'il faut y croire. Faut déjà que le parc de lecture, que ce soit un film ou un livre, faut qu'on soit immergé, qu'on soit aussi en adhésion avec le personnage, qu'on y croit, qu'on y prête foi, parce que sinon on n'est pas entré encore dans la dimension de l'œuvre. Puis l'auteur, l'autrice aura beau s'évertuer à nous faire peur, si on y croit pas fondamentalement, on pourra pas être perturbé, on sera pas atteint, on est déconnecté de l'œuvre. Fait que je pense que il faut quand même là qu'on soit immergé d'une manière ou d'une autre, puis qu'on ait un sentiment là de suspension d'incrédulité d'une certaine manière. Et Fanny, tantôt, tu disais à quel point, quand tu étais plus jeune, tu lisais des livres qui te faisaient peur, t'en faisais des cauchemars, t'arrivais pas à dormir. Et je serais curieuse de vous demander à tous les trois, qu'est-ce que vous pensez qui pousse les gens à aimer autant ça, se faire peur? Ben, Vic l'a un peu parlé tantôt, c'est que ça t'arrive pas à toi. Il y a quelque chose de rassurant à lire dans ton fauteuil à la maison, quelque chose d'épouvantable, puis à chaque fois que tu refermes ton livre, tu es dans ton salon tranquille avec ton chien à tes pieds ou ton chat, peu importe. Fait que tu touches au pire, mais en sécurité. Tu vas toucher à ce qu'il y a de pire, mais tu t'en seras pas victime. Tu peux. Ça t'a permis, t'étais voyeur à l'instant d'un roman de tout ce qu'il y a de plus sombre dans l'être humain. Mais tu peux dire, ouf, heureusement, ça m'arrive pas pour vrai, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a ce jeu-là qui est intéressant aussi. Mais il y a des gens. Avoir le contraire aussi en disant, OK, j'avais pas pensé, mais ça pourrait m'arriver. Oui, il y a ça aussi, mais il y a des gens qui détestent ça. Moi, j'ai des grands amis, qui disent, Patrick, je peux pas lire tes livres. Je ne peux pas. Ça va me rendre malheureux. J'ai pas le goût de voir ça, d'explorer ces zones-là. Puis moi, je respecte ça, là. Je veux dire, quand tu écris des choses comme ça, faut pas t'attendre à ce que tout le monde aime ça. Mais je pense que ceux qui aiment ça, c'est ça. Ils vont explorer le pire, mais en se disant que, dans le fond, ça m'arrive pas. En tout cas, il y a cette partie-là. Écoute, on m'avait déjà dit, moi, que
C'est que l'être humain était, dans son mode de survie, est toujours obligé d'explorer le pire. C'est pour se protéger, il est toujours en train de se dire, je regarde des deux côtés de la rue avant de traverser, pas juste que papa, maman me l'ont dit, mais parce que, je veux dire, si un camion me passe dessus, ça va faire très mal. Il y a comme une espèce de... Puis on anticipe les choses qui nous font peur. D'ailleurs, tu es dans une maison, tu entends un bruit alors que tu sais pas ce que c'est. Dès que tu sais pas ce que c'est, tu te mets à imaginer une série de scénarios qui sont là. Puis je pense que ça, tout le monde le fait à différents degrés. Puis c'est une façon, je pense, très naturelle de vivre sa vie. Mais ce genre de choses-là, ça peut devenir aussi une forme de divertissement parce que ça exorcise certaines affaires, là, de la crainte que t'as, de la mort qui t'arrive pas à toi, mais qui arrive dans ce roman-là, ou qui est arrivé à quelqu'un d'autre dans le roman, l'histoire qui te pousse à réfléchir. Puis je pense qu'à la fin de tout, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire quelle émotion tu génères. Puis quand quelqu'un me dit j'ai haï ton livre, ben quelque part, il s'est passé quelque chose. Puis je suis content à ce moment-là parce que ça veut dire que des fois, il haïs ton personnage puis tu le dis d'en face, là, c'est vraiment un écœur en salle, puis tu dis, ben, parfait, ça veut dire que ce personnage-là, tu le portes en dedans maintenant. Ces idées-là, tu les charries avec toi, puis pour moi, c'est une façon très intéressante de parler de tout du pire qui peut arriver. Puis souvent dans mes romans, ben c'est plutôt le pire. C'est plutôt des affaires. Je dirais que moi, la crainte que j'ai aujourd'hui, des fois, c'est de me dire ah non, j'ai encore fait l'erreur d'écrire mon roman puis de le placer 2-3 ans dans le futur. Puis là, quand tu le mets 2-3 ans dans le futur, d'un coup, tu te rends compte que la date arrive. Puis t'espères que ce que tu as mis dans le roman n'arrivera pas. Parce que c'est des affaires comme ça qui se produisent. Là, dans le dernier roman dont vous êtes la victime que j'ai écrit, je pensais, moi, quand je l'ai écrit, que la pandémie tirait à sa fin. Quelle erreur d'imbécile, tu sais. Fait que là, tout d'un coup, toute la merde qui pogne autour d'une pandémie qui est en fait celle de la COVID-19, tu sais, je veux dire, tout d'un coup, elle est en train de... parfois, il y a des bouts là-dedans où les antivax ont raison là, dans mon roman, là. C'est de la folie furieuse, mais je pensais pas que c'était... Tu sais, tout d'un coup, je le regrette un peu, mais c'est sûr que ça veut dire que j'en ai eu peur. Ça veut dire que moi aussi, j'ai eu envie de parler de ça, tu sais. Moi, je repense à la Fanny de 10 ans là, qui était accro aux histoires de fantômes. Puis je me remets, tu sais, physiquement, là, si je repense à comment j'étais, je me sentais plus vivante. Puis je me sens vraiment plus vivante. Encore aujourd'hui, quand je consomme de l'horreur, t'as les sens en alerte, t'as une espèce d'acuité là, sensorielle, t'as l'adrénaline qui rentre. Puis j'aimais ça, tu sais, j'aimais le high que ça provoquait, comme on peut avoir des highs sur plein d'autres affaires. Puis il y avait aussi beaucoup de curiosité. J'ai toujours été quelqu'un d'assez, de très curieuse en fait, et de pouvoir voir, tu sais, jusqu'où on pouvait aller dans tout. Tu sais, qu'est-ce qui était possible. Moi, ça me fascinait. Ça me fascinait de voir des trucs qui étaient en apparence improbables se produire. Puis j'ai l'impression que j'avais une meilleure compréhension du monde qui m'entourait, des humains, vraiment des émotions aussi. Fait que vraiment tout ça, c'était comme une expérience totale de la vie. J'avais l'impression vraiment d'accéder à un autre niveau, un niveau supérieur, encore plus le fun. Même si ça impliquait qu'il y avait une partie de torture, c'était vraiment c'était vraiment dans cette dynamique-là. J'ai l'impression que je ressens encore ça. Puis quand j'écris, j'essaie de me mettre dans cet état-là aussi. J'essaie de voir jusqu'où je peux me provoquer quand je mets en place certains scénarios. Par exemple, le scénario de Mukbang, j'ai essayé, tu sais, d'aller chercher là, la zone où ça allait me provoquer, que ça allait me faire mal. J'allais quasiment me sentir mal là, d'écrire ça pour valider, dans le fond, que j'allais dans la bonne direction. Puis c'est souvent ça, quand j'écris, mes romans ont ceci de commun, que même s'ils sont pas tous vraiment dans l'horreur, disons, si on peut mettre une étiquette vraiment, ils ont toujours un côté inquiétant, il y a toujours un côté, tu sais, malaisant, puis j'essaie toujours personnellement d'aller puiser dans mes propres inconforts et mes propres malaises, les propres zones troubles qui me composent pour proposer mes œuvres littéraires. Donc, c'est comme la lumière sombre vers laquelle j'avance toujours d'une manière ou d'une autre. C'est un préjugé qu'il y a sur la littérature d'horreur, mais la littérature de genre en général, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui snobent ça en disant ben c'est pas de la littérature personnelle. Ces gens-là écrivent pas, ils écrivent juste des histoires pour
pour jouer avec le monde, les émotions des gens, mais c'est pas personnel ce qu'ils écrivent. Ben, c'est pas vrai. Moi, je pense que n'importe quel écrivain qui écrit un roman sérieusement, des mauvais romans d'horreur, là, il y en a en tabarnouche, mais il y a des mauvais romans dans tout, Noé, là. Il y a des mauvais d'horreur. Oui. Mais c'est sûr que si tu écris un roman sérieusement, tu vas mettre de toi dans ce roman-là. Veux pas, même si ça se passe sur une planète, une guerre intergalactique entre deux civilisations du futur, si tu l'écris sérieusement, il va représenter quelque chose de toi à ce moment-là dans ta vie, c'est sûr. Fait que moi, je suis sûr que tous mes romans, puis je le fais, je suis rendu à un âge que je commence à faire des bilans dans ma tête. Je me rends compte que chacun des romans que j'ai écrits appartient il y a une raison pourquoi je l'ai écrit à ce moment-là. Il y en a que, du coup, je ne le savais pas, je ne le voyais pas. Il y en a que ça m'a pris des années plus tard. Il y en a que c'est clair, comme ceux de là-bas, je savais que j'écrivais sur ma propre peur de la mort. Quand j'ai écrit les 7 jours du talion, j'écrivais sur l'interrogation que j'avais je venais d'avoir ma fille. Puis je me disais, qu'est-ce que je ferais si on faisait mal à ma fille? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et aurais-je raison de le faire? C'était la question. Aurais-je raison? Est-ce que le monstre en nous qui devient, qui se venge, est-ce que c'est justifiable sous prétexte qu'on aimait la personne? Alors, tu sais, je voulais m'interroger là-dessus. Alors, tu peux, même si tu écris même si c'est des romans d'horreur ou des thrillers ou des suspense, si tu fais bien ça, si tu fais avec ton cœur, peu importe ce que tu écris, si tu écris avec ton cœur et tes convictions, tu es en train de parler de quelque chose de personnel tout le temps. Il y a sans doute quelques exceptions. Tu sais, Oniria, je pense que je me suis payé à la traite, j'ai eu du fun. Il y a 2-3 romans comme ça que je pense que j'ai juste voulu faire. Let's go. Tu sais, il y aura des morts, je vais faire une grosse coupe. Souvent, après mes romans plus personnels, justement, j'ai besoin d'avoir du fun. Mais quand j'écris un roman comme Le Vide, qui était très personnel, là, on dirait qu'après ça, j'ai besoin de plus avoir de fun. Mais il y a toujours de nous dans ces romans-là. Tout écrivain qui écrit de manière sérieuse parle un peu de lui, je pense. Bien d'accord avec ça. Oui. Et moi, je serais Contre-Dieu est où là-dedans? Ah, vas-y, Vic. Oui, vas-y. Non, j'allais juste dire, un contre-Dieu va où là-dedans, Pat? Ben, contre-Dieu, ça va aussi dans mes romans personnels, très personnels, parce que je me pose souvent la question, justement, on contrôle rien. L'humain se donne l'illusion du contrôle, mais au bout du compte, tout peut disparaître du jour au lendemain sans raison. Puis mon personnage en contre-Dieu, c'est ce qui lui arrive, puis il est en esti, il dit « Pourquoi? J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, là. J'ai eu une job, je me suis marié, j'ai eu des enfants, je suis un bon citoyen, puis pouf, on m'enlève tout ça. » Et là, il est en guerre contre la vie, puis il décide d'agir de façon absurde vis-à-vis de la vie. C'est une réflexion que j'ai souvent eue, ça, justement, autour de la quarantaine. Mes romans autour de la quarantaine sont très déprimants parce que j'ai eu ma crise à quarantaine. C'est Le Vide, Hell contre Dieu. C'est 3 romans qui ont été écrits par un gars qui est un peu écœuré de ce qui va autour de lui, puis qui a besoin de... Ça a fait du bien. Après ça, j'ai écrit Les Malfaces, qui est une série de 4 romans humoristiques d'horreur. Là, j'ai eu besoin d'avoir du fun, j'ai eu besoin de déconner, tu vois. La technique dans l'écriture, hein, on en parlait tantôt, c'est pas... c'est vrai, là, c'est réel. Ça passe par là. Ouais. Mais justement, Patrick parle justement de craintes qu'il avait, qu'il a mis dans ses romans, mais est-ce que aussi, Fanny, Vic, vous mettez aussi ça, justement, vos craintes, mais aussi vos frustrations que vous vivez de la vie quotidienne dans vos romans? Ah oui, beaucoup de mes vas-y. Ouais. On ne fait pas toujours consciemment, je pense, mais des fois oui, puis des fois non. En tout cas, en ce qui vous concerne. Oui, c'est vrai. Mais moi, écoute, c'est clair qu'il y a beaucoup de ces affaires-là, puis sans aller dans les affaires qui sont extrêmement, qui sont très intimes ou très intérieures, la plupart du temps, je me confronte aussi à certaines idées qui me font peur moi-même, parce que une des idées, moi, qui me hante, c'est jusqu'où j'irais, en fait, jusqu'où n'importe qui va quand tout est possible, quand il n'y a plus personne qui te regarde, quand les règles s'appliquent plus. Ce genre de choses-là, pour moi, ça amène rapidement à une dérape formidable que je trouve à la fois excitante et troublante. J'aurais peur moi-même d'être victime de ce genre de choses-là, de moi-même me dire hey, j'ai perdu le contrôle. Ce genre de choses-là, ça fait toujours peur. Puis explorer des je pense qu'on a tous des amis, moi le premier, à avoir été fasciné par des histoires de tueurs en série. Puis de se dire, qu'est-ce qui vient, comment est-ce que tu peux tout d'un coup aller chercher une certaine justification, voire du plaisir à faire souffrir quelqu'un d'autre, toute cette mécanique folle-là,
quelque part, c'est aussi quelque chose que tu te dis, tu sais, tu te confrontes à ça lorsque tu l'écris. Fait que c'est sûr que moi, tout ça est très présent là-dedans. Puis tu vois, je vais même jusqu'à dire dans certains cas que j'ai des craintes sociales dans mes romans. Tu sais, quand j'ai écrit Émeute, par exemple, qui est un roman qui se passe pendant une hypothétique coupe finale, donc finale de la Coupe Stanley, à Montréal, là, j'ai le droit, c'est un roman, là. Comment pas rire de moi. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Mais tu sais, ce que je voulais surtout, c'était de dire, dans cette immense émeute, tout devient possible pour des groupes de personnes. Donc, ça fait un roman circulaire où, tout d'un coup, les règles sont suspendues, tout se produit. Puis là, tout d'un coup, tu as aussi tout le discours social là, qui se retrouve en dessous de tout ça. Tu sais, comment est-ce que tu allumes le feu avec des médias sociaux? Tu sais, des filles qui se font un duck face pendant que quelqu'un est en train de brûler en arrière, là, un selfie de duckface avec du monde qui brûle. Tu sais, c'est quelque chose qui, tu sais, l'espèce de banalisation de la violence au quotidien, ben, c'est des choses, moi, qui me font peur. Tu sais. Alors, remarque que je me promène pas dans la rue en me disant que j'ai peur de me faire brûler ou de me faire un selfie, là. C'est pas ça. Je veux dire. Mais socialement, il y a quelque chose derrière ça qui peut nous faire peur. Et moi, je serais curieuse de vous demander, est-ce que vous êtes des consommateurs, justement, de films d'horreur, de livres d'horreur, ou c'est dur, justement, de vous faire peur puisque vous en écrivez vous-même? Moi, je suis un maudit chialeux, là. Moi, je suis un petit chialeux, là. J'écoute des films d'horreur, puis 4 fois sur 5, je suis exaspéré, puis je roule des yeux, puis... mais maintenant, j'ai choisi, là. Je vois venir de loin ceux qui seront pas bons, là, tu sais. Puis des fois, j'en écoute un quand même, je pense que ça sera pas très bon, mais je suis curieux de voir comment il a traité les scènes de violence, tout ça, c'est original, ça. Je vais le regarder, mais en sachant que ce sera pas très bon. Mais oui, moi, j'aime l'horreur, j'aime le genre, mais c'est parce que tu aimes ça que c'est difficile, c'est parce que tu aimes ça, justement, puis que tu sais que ça peut être bon, que tu... Ouais. L'horreur est sans doute le domaine dans lequel c'est le plus facile faire du pas bon. C'est très facile de faire du pas bon parce qu'il y a tellement de codes, justement, comme Fanny disait tantôt, il y a tellement de codes que tu peux suivre aveuglément. Puis les gens sont... Puis je m'excuse pour ceux qui nous écoutent, là, mais il y a beaucoup d'amateurs d'horreur que sont... Il y en a qui sont pas difficiles, là. Ils en demandent pas gros, là. Aussitôt qu'il y a du sang, aussitôt qu'il y a des tripes qui revolent, yahoo! Yeah, c'est le fun! Puis moi, j'arrête pas de répéter dans mes conférences. Vous savez quoi? Des scènes d'horreur, là, où que le monde se fond dessus, puis les tripes revolent, c'est ça qui est plus facile à écrire, là. C'est pas dur d'écrire ça, là. C'est pas dur d'imaginer ça. Ce qui est difficile, c'est de rendre ça crédible, puis d'amener psychologiquement ton personnage à poser ces gestes-là. Si tu réussis là, la scène, elle va être forte, elle va être bonne, puis tu n'auras pas besoin de tomber dans le grand guignol nécessairement, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça, dans l'horreur, il y a cette espèce d'idée-là que plus qu'il y a du sang, plus que le film est bon. Crime, c'est pas, ou les romans aussi. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai, là. Mais alors oui, j'en consomme, mais je ne suis pas souvent satisfait. Puis dans le roman, j'en consomme encore moins parce que là, je lirai pas un livre de 300 pages juste pour voir si c'est bon. Il va falloir qu'on m'aille assurer que oui, ça en est un bon, ça vaut la peine, ça va ailleurs. Sinon, j'ai pas 300 pages à perdre, là. Alors que je peux perdre un livre, un film d'horreur pas très bon. Oui, mais pas un livre. Puis il y en a des bons, là. Il y en a des bons livres d'horreur. Mais qu'est-ce qui te fait le plus peur, Patrick? Lire, entendre ou voir de l'horreur? C'est deux affaires différentes, ça dépend. Dans le film, ce que je vais faire, peut-être j'ai pas peur, mais ce que je vais faire, oh boy, l'ambiance marche, c'est dans la réalisation. C'est dans le langage cinéma, c'est l'image. Alors, il faut trouver des façons de bouger la caméra, de créer une ambiance qui va sortir du cliché habituel qu'on voit. Par exemple, les premières fois que tu vois des films d'horreur avec la petite fille qui a les cheveux noirs d'en face, là, ça vient du Japon, là. Les premiers films qui ont ça, là, ça fait peur en tabarnouche. Là, je suis plus capable, là. Là, il me semble qu'on devrait faire une bible de films d'horreur de dire ce qu'on ne fait plus maintenant, tuer quelqu'un dans une douche. Fini ça. Petite fille avec les cheveux noirs d'en face. Fini ça. Faut arrêter ça, là. Fermer une pharmacie en arrière d'une femme qui regarde dans la chambre de bain. Elle ferme la pharmacie, puis dans le miroir en arrière, il y a une grosse facilité qui regarde. Fini ça. À un moment donné, il faut arrêter. In the woods. C'est ça. Oui, ils l'ont fait tout à fait. Mais tu sais, c'est ça. Regarde-moi, quand tu vois, Patrick, je pense que tu as tracé la préface de ce recueil-là de nouvelles. Moi, j'ai eu l'occasion d'en écrire une là-dedans où je me suis cogné sur le slasher. Le slasher, c'est cinématographique. Hein? On s'entend qu'on parle de celui qui court après les gens. Puis là, j'ai décidé d'aller vraiment, moi, dans le code. Je l'ai dit, on va le faire. Il se passe quoi dans un slasher? Ça prend des jeunes, ça prend du sexe, ça prend quelque chose qui se passe dans le bois.
puis ça prend quelqu'un qui va bien sûr venir faire la peau à tous ces gens-là, puis on se demande ce qui va arriver, puis il arrive quoi. Bon. Mais là, tu es dans un roman. Hein, le tu l'entends pas, là. Tu peux pas faire de jump scare dans un roman. C'est pas comme ça que ça se produit. Alors, tu sais, tu sais, ben une chance, parce que sinon, tu sais, puis moi, souvent, quand je regarde, je me rappelle d'avoir vu, moi, tu vois, le Halloween le plus récent qu'on a eu, là, le retour, là, où ils sont rendus plus vieux, bien de suite, tu sais, je me suis quand même beaucoup amusé avec tous ces codes-là, où tu voyais passer Meyer pendant, tu sais, je me suis amusé avec ça, ok, mais je savais que c'est ça que je voulais. Mais moi, je l'ai fait parce que je voulais, tu sais, je voulais le voir, puis franchement, je l'ai pris vraiment comme un divertissement. Je le prends, puis je me donne à ça, parce que je sais que ce que je vais avoir, c'est du jump scare. Mais quand j'ai voulu le faire, puis que je m'y suis frotté, alors il a fallu que je trouve une autre façon de créer l'étrange dont tu parlais, Fanny, là. L'espèce de moment où tu te dis, où le lecteur se dit, ah, je sais plus ce qui se passe, là. Là, je ne sais plus ce qui arrive, là. Puis c'est quoi la patente? Puis moi, souvent, j'aime bien la fin d'un roman ou même d'une nouvelle, mais d'un roman, c'est tout aussi bien, où quand tu arrives à la fin est en suspens. Tu arrives là, puis tu te rends compte qu'il se passe de quoi, puis là, tu as pas mal d'idées que tu as compris ce qui se passait, mais t'es peut-être pas exact, t'es pas sûr exactement de ce qui s'est passé, mais si ce que tu penses qui se passait, c'est vraiment passé, ça fait vraiment peur. Il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pour moi. Oui, je pense aussi, puis j'essaie aussi de susciter cette impression-là chez mon lectorat, au sens où, tu sais, quand on laisse une porte entrouverte puis que c'est le lectorat qui fait le reste du travail, ça l'implique davantage, ça le fait participer, puis il collabore à l'horreur. Oui, tout à fait. Puis c'est pas rassurant de pas avoir de point final, tu sais, des questions sans réponse, des 3 petits points, c'est angoissant en Christie, là, fait que, on n'aime pas ça, tu sais, moi, des fois, je fais des fins ouvertes, les gens sont comme, mais non, c'est inconfortable, on sait plus, puis on perd nos repères, on peut s'imaginer le pire. Donc oui, je suis totalement là-dedans aussi. Parce que personnellement, je consomme beaucoup plus de cinéma d'horreur que j'en lis. J'aime vraiment beaucoup le body horror. Avec ma peur de la mort vient la peur des maladies. Je suis très hypocondriaque. Je me sens fondamentalement vulnérable physiquement. Donc, de voir du cinéma de David Cronenberg, ça me perturbe au plus haut point. Je le ressens dans mon corps. Puis sinon, bien sûr, les films de fantômes, c'est les seuls vraiment avec le body horror qui me parviennent à me faire cacher les yeux, là. Sinon, je suis assez difficile. Il y a les films français, là, le film français, là, as-tu vu, Fanny, là, comment ça s'appelle, là, The Body Horror, c'est une réalisatrice qui a fait ça, là. Julia Ducournau? Hein? C'est-tu Julia Ducournau? Oui, comment ça s'appelle son dernier film, là? Titane. As-tu vu Titane? Je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu son précédent, Grave, et j'ai adoré. C'est ma réalisatrice d'horreur préférée. Tu vois, moi, Grave, j'avais pas trippé. Je trouvais que, moi j'avais l'impression qu'elle voulait trop me choquer, puis ça me tapait ses nerfs, puis ça me choquait pas. Mais Titane, mais Grave, c'est un bon film pareil, là. C'est personnel, là. Moi, je vous l'ai dit, c'est un assez chialeux. Mais je reconnaissais comment c'était une bonne réalisatrice, assez filmée, assez créée une ambiance, tout ça. Mais Titane, ça m'a jeté à terre. Titane, j'ai fait, faut le faire un film de même, là. Puis c'est toujours, ça pourrait être tellement ridicule, là. Ça passe à ça, là. Elle y va avec les limites. Tu parlais de limites tantôt, Fanny, là. Elle y va des limites, là. Elle dit jusqu'où je peux aller avant que ça devienne complètement ridicule. Puis Titane, il y a 2 ou 3 fois, tu fais, elle va s'aller là pour vrai? Puis il y en a qui ça passera pas, là. Mais moi, ça a marché. Ça a marché jusqu'à la fin, j'ai fait, Christy qui s'est pété. C'est pas mal bon. C'est pas mal bon. Ah, j'ai tellement hâte de le voir. Tu parlais d'ambiance. J'ai l'impression que le cinéma d'horreur, moi, un de mes plaisirs que j'en tire, c'est les ambiances, les atmosphères aussi, et le côté artistique. Tu sais, les films de folk horror, moi, je pense à Ari Aster, entre autres. Il y a vraiment des ambiances puis des constructions visuelles tellement sublimes, là. Et moi, c'est vraiment, entre autres, pour ça que j'aime le folk horror, parce que il y a vraiment des propositions, là, comme absolument fabuleuses en termes d'univers et d'ambiance angoissante. Vraiment, moi, je pense que c'est mon genre de prédilection avec le body horror. Ben, c'est pas Seinfeld. Qui sont membres, vous autres, ou les gens qui écoutent de Shudder, le poste d'horreur Shudder, il y a un documentaire sur le folk horror qui dure 3 heures de temps. C'est c'est bon, c'est une réalisatrice, là, puis elle passe depuis les années 40, tous les pays, comment chaque pays traite le folk horror.
Écoute, il y a Ouais. une mine de films là-dedans, là. C'est hallucinant, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Ça s'appelle Woodland Darks pour les gens qui s'intéressent aussi. Je Woodland Dark. recommande plus que chaleureusement. Là, c'est absolument fascinant. Très, très bon. Ben, ça vient chercher des peurs primordiales parce qu'en gros, la prémisse, c'est qu'est-ce qui se passe si les anciennes croyances qu'on croyait déchues, occultes et tout, ben finalement c'est vrai, puis ça advient là, tu sais, toutes les affaires de sorcières et compagnie là, et les trucs sataniques. Tu sais. Le modernisme et l'ancien qui se confrontent là, puis qu'il y a un clash terrible entre les deux là. Ça pourrait donner l'impression par la force des choses qui sont des films réactionnaires, mais non. Non, c'est pas des films qui disent « Ah, le passé était bien meilleur. » là. Pas du tout. Là. C'est rarement ça, hein? Non. Compliqué que ça, ouais. On a une question du public de Chantal Guimond qui dit qu'elle adore le polar, puis elle a une question pour vous. Elle dit qu'elle s'amuse actuellement à écrire un recueil de nouvelles de suspense noir. Quel conseil vous lui donneriez ou qu'est-ce que ça prend pour faire une bonne nouvelle noire? Les conseils, là. Il faut que ça soit bon, hein? Il faut écrire une bonne nouvelle. C'est ça. Mais commençons avec la base, là, tu sais. Une bonne nouvelle d'horreur, une bonne nouvelle de polar noir, c'est une bonne nouvelle tout court. Il faut à la base, là, tu sais, je veux dire, il faut travailler sur ça. Mais sinon, qu'est-ce qui différencie ça? Et moi, je me rappelle d'avoir. Je vais te donner une clé de réponse pour le suspense. Ouais. Comment tu dis ça, Fanny? Ouais. Pour le suspense, je pense qu'il y a une question, c'est de la gestion de l'information. Tu sais, bon, Nous, Claire Naturel, mon deuxième livre, on l'a traité de thriller capillaire. J'ai l'impression que, en fait, qu'est-ce qui crée le thriller, qu'est-ce qui crée le suspense, c'est vraiment la gestion de l'information à la base. Tu sais, c'est comment tu distilles les informations au fur et à mesure que tu construis ton histoire, qui fait en sorte qu'il y a une émotion, justement, de suspense qui est générée. Il y a une espèce de tension latente qui fait en sorte que la personne travaille à projeter ce qui va potentiellement se passer et n'est pas capable de tenir de lâcher le livre tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas réponse à ça. Fait que la suspension que ça crée, je pense que c'est vraiment là en distillant stratégiquement, mais très stratégiquement, ce que tu as à raconter, parce que si tout est dit, tout croche ou pas dans le bon ordre, ben il n'y aura pas de suspense possible, tout simplement. Le trailer, le suspense, c'est les genres dans lesquels l'écrivain est le plus le manipulateur. Pour moi, c'est un art de manipulation du lecteur. Puis je me rappelle, il y avait un journaliste qui m'avait déjà dit ça comme un reproche. Donc, vous êtes en train de dire que vous manipulez votre lecteur. J'ai fait, hell yeah! Oui. Et je le revendique et je l'assume et j'en suis fier. Je veux manipuler mon lecteur dans le bon sens du terme, on s'entend, mais justement. Oui. Alors, ça me fait penser à ce que tu dis, Fanny. Cette gestion-là de l'information fait partie de la manipulation, justement. La gestion de l'information, c'est ça, c'est qu'est-ce que je donne, à quel niveau, puis je vais faire à croire à mon lecteur telle affaire, mais je vais peut-être l'amener ailleurs. Fait que oui, c'est de la manipulation. Le lecteur est une marionnette, puis moi, je m'amuse avec lui, puis je dis, puis à la fin, je coupe les fils, puis je l'abandonne dans la forêt, puis je chaque mon camp, tu sais. Fait que il y a de ça, là. C'est drôle parce que dans certains cas, tu sais, c'est pas la question tout le temps de dissimuler. Des fois, même en disant beaucoup, tu viens justement de générer un autre écran de fumée parce que tu penses que tu as tout compris, alors qu'en fait, c'est pas ça qui va se passer. Ou encore, c'est exactement ça qui va se passer, puis c'est dégueulasse. Ouais. Dans tous les cas, là, tu peux arriver à créer ce suspense-là. Mais tu as raison, tout repose sur l'information que tu penses avoir. L'information que tu penses avoir. On a une autre question du public de Éric et Jean Larivière. De quel livre êtes-vous le plus fier? Ben moi, parce que moi, je peux répondre ça parce que c'est dans ma tête, c'est clair. Là, on m'a souvent posé cette question-là. C'est Le Vide. Moi, c'est Le Vide. C'est le livre dont je suis le plus content. C'est Le Vide. C'est le livre dont j'ai tellement travaillé mon malade mental, ce roman-là. 3-4 fois, j'ai vraiment pensé à l'abandonner en disant « Asti, non, j'y arriverai pas, le monde n'y croira pas, c'est trop gros. » J'ai toujours cette période-là, une fois au milieu de chacun de mes manuscrits, là, que je dis « Asti, que c'est poche, que c'est pas bon. » Je l'ai une fois d'habitude. Là, je l'ai eu 3-4 fois. Fait que ça regardait pas bien. Puis, finalement, c'est mon roman que je pense qu'il a eu les meilleures critiques, que j'ai eu le plus de retours. C'est le roman qui m'a permis d'écrire à temps plein. Puis, quand je disais ce que les gens disaient, j'ai dit, OK, ils ont compris ce que je voulais dire. Pas dans le sens qu'ils sont intelligents, qu'ils ont compris, parce que ça aurait
avec moi qui a mal fait ma job. Puis que, tu sais, quand tout le monde dit j'ai pas compris ce que tu as voulu dire, au lieu de dire vous êtes une gang de caves, tu peux peut-être te demander comme auteur aussi, ben c'est peut-être moi qui a manqué son coup, tu sais. Et là, ben, OK, j'ai réussi, le monde a compris ce que je voulais dire avec ce roman-là. C'est un roman qui était très ambitieux dans son nombre de pages, mais dans son exploration aussi. Fait que je suis très, très, très content. Ça a valu la peine que ça soit tough de même, finalement. Fait que je suis très fier de ce que j'ai voulu dire socialement dans ce roman-là. Voilà, c'est ça. Fanny? Moi, pour vrai, c'est le roman qui m'a fait le plus peur à écrire au sens personnel du terme parce que je pensais pas que j'étais capable de parler de mon mensonge que j'ai tenu pendant des années sur ma couleur de cheveux. C'est un livre qui m'a quasi traumatisée à écrire, là. Tu sais, je l'écrivais quasiment à reculons tellement c'était confrontant. Donc, Roux clair naturel, mon deuxième livre, j'en reviens pas encore aujourd'hui d'avoir été capable de le faire. Ça m'a demandé tout mon courage. Donc, comme pour Patrick, c'est vraiment la dureté et le fil à retordre que m'a donné ce livre-là qui me rend fière de l'avoir écrit. Puis en deuxième place, là, pas très loin derrière, je pense que c'est Highlands, mon tout dernier roman, parce que en fait, j'ai comme un amour assez spécial avec ce livre-là, une relation assez particulière parce que je l'ai écrit dans un moment, un des moments de ma vie où j'ai eu le plus peur. Et c'est un roman qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à gérer ma peur au quotidien. C'est un roman qui met en scène des protagonistes qui sont confrontés à leur peur, qui vivent des choses assez atroces. Hein? Ils ont des parcours, disons, plutôt angoissants en Écosse. C'est pas un roman très reposant. Mais on dirait de mettre en scène tout ça, ça m'aidait là vraiment à traverser cette période vraiment très, très, très troublante que j'ai vécue là, durant la pandémie. Fait que pour ça, là, Highlands a une place très spéciale dans mon cœur. Donc je pense Roux clair naturel, ça reste quand même celui dont je suis la plus fière parce qu'il a été en lui-même dur à écrire. Mais Highlands m'a soulagée dans ma peur et dans mon angoisse absolue au moment où je l'ai écrit. Fait que pour deux raisons différentes, c'est vraiment ces deux romans-là, c'est pas mal là, dans mon top. Moi, je suis toujours fier de mes romans, mais pour différentes raisons. Non, c'est pas vrai. La réponse. Moi, franchement, moi, je vais aller avec celui que tu as lu. J'ai pris, on prend L'Empire Bleu Sang. L'Empire Bleu Sang, c'est un roman qui est maintenant publié chez À Lire et il avait tout ce qu'il fallait pour ne pas être publié. C'est parce que on parle de science-fiction, on parle de steampunk, on parle de choses pour adultes et non pas pour enfants. Puis souvent là-dedans, on est souvent là, dans le jeune adolescent ou l'adolescent autour de ça. Moi, j'ai voulu avec quelque chose qui est là. On parle beaucoup de politique dans l'Empire Bleu Sang. On fait un univers parallèle avec je règle mes comptes un peu avec ma propre culture là-dedans parce que tu sais je place Québec comme étant le centre du monde. Tu sais, c'est le centre du monde parce que c'est là qu'il y a le plus gros gisement diamantaire au monde, dans la ville de Québec. Alors tout d'un coup, le centre, l'univers tourne autour de ça. Puis je m'amuse beaucoup avec deux grandes époques là-dedans. Ça reste un roman de vengeance, un roman d'action, un roman de... Mais tu sais, c'est quelque chose qui est beaucoup d'affaires en même temps. Et qui pourrait franchement avoir été un flop total, tu sais, quelque chose qui est incompréhensible. Le roman choral, il y a beaucoup de gens qui s'accrochent là, sont pas capables là-dedans. Fait que c'est une proposition qui est vraiment folle. Puis d'avoir remporté le Grand Prix de la science-fiction avec ça, ça m'a rendu très heureux. Surtout que j'ai bien vu de quoi ça a l'air parce que j'ai été juré l'année d'après. Arrivé à un jury unanime là, qui, dans le premier tour, dit ben il est tout dans notre top 3, tu sais, c'était franchement fantastique de me faire dire ça. Et ça donne le goût de développer cet univers-là. Mais entre vous et moi, il y avait tout pour ne pas fonctionner, ce roman-là. Tu sais. Puis il y en a sûrement qui l'ont pas aimé non plus. J'ai été juré l'année d'après. Avec ceux de. On le fera plus, hein? On le fera plus, Vic, hein? Non, hein? Non, mais as-tu compris que dans moi, parce qu'écoute, on reçoit vraiment toute la production de l'imaginaire du Québec, tu sais. Puis moi, j'ai fait ça en 2016, il y en a, s'il vous plaît. Puis souvent, moi, je commençais, puis moi, je donnais 10 pages. Ouais, moi aussi. Si dans les 10 premières pages, je ressens quelque chose, moi, je vais aller voir plus loin. Mais tu sais... Il y a de tout là-dedans. Tu sais, comme on disait tantôt, la littérature de genre, c'est la plus facile à faire du n'importe quoi. Fait qu'en 10-15 pages,
t'as une bonne idée que ça va être n'importe quoi. Tu peux voir ça assez. Ça paraît, mais en même temps, il y a des choses formidables là-dedans, des affaires que tu pensais jamais lire, puis tu te dis, mais c'est donc bien bon, ça, c'est donc bien trippant, puis tu serais passé à côté. Là, en librairie, c'est sûr que je l'aurais pas eu, là, ce livre-là. Fait que je suis très, très content de l'avoir fait. Puis c'est sûr que le thème qui nous unit là-dedans, c'est un peu le projet ambitieux qu'on pensait pas qu'il déboucherait. Mais écoute, je pense que ce roman-là, il était pensé pour la collection compacte chez XYZ au départ. On parle de, il y a quelque chose qui ressemblait à un compact disque, là, tu sais. Il avait fait ça en 2012-13, ça n'a pas duré. C'est des romans très coup de poing. Fait que c'est peut-être la moitié des, j'avais la moitié des mots à peu près, puis tout d'un coup, ça s'est mis à enfler, à rapetisser, il a perdu du poids, il a repris du poids. Écoute, j'ai eu du fun avec ce roman-là, puis j'étais très heureux de pouvoir aussi l'amener à terme. Fait que là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on continue à construire dans cet univers-là ou pas. Mais clairement, il y a là du matériel beaucoup plus que j'aurais cru. Mais moi, je tiens à vous dire merci à vous trois, puis j'espère que vous allez continuer à nous faire peur en tant que lecteurs, parce que moi, j'aime beaucoup ça, vous lire tous les trois. Merci beaucoup d'avoir été là et j'invite les gens qui nous écoutent à se procurer vos livres. Alors, pour Fanny, Island, qui est ton plus récent, Patrick, ton plus récent, Flo, et pour Vic, tu viens d'en parler, L'Empire Bleu Sang. Merci beaucoup et j'invite les gens justement à suivre les activités du Salon du Livre d'Outaouais qui se poursuivent demain. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci Amélie, merci tout le monde. Salut. Wow. Bye. Salut.